Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va débriefer la conférence Google qui a eu lieu hier, tout juste, à Paris. C'est juste après le jingle. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis aujourd'hui en compagnie de JP. Salut JP, comment ça va? Ça va très bien, merci. Super. Alors aujourd'hui, actualité très tournée sur nos amis de chez Google, puisque tu n'es peut-être, je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais hier a eu lieu, alors je vais partager mon écran, ça sera mieux. Hier a eu lieu une conférence Google à Paris. Cette conférence était très très attendue, puisque en fait l'idée c'était que beaucoup de monde en fait attendait beaucoup d'annonces par rapport à l'intelligence artificielle Google Bard dont on avait parlé déjà sur la précédente matinale. J'en avais parlé mercredi. Et ça a été un petit peu un flop, donc on reviendra là-dessus, on fera le tour des annonces qui ont été faites, et puis également on ira voir aussi du côté de Numérama une erreur qui a eu lieu en plein pendant la démonstration, et qui du coup a fait chuter très grandement le cours de l'action de Google. Vous allez voir, ça n'a pas été sans conséquence. On fera un petit tour aussi du côté de Meta, donc 0net.com qui revient sur un article d'un cadre qui est parti de Meta. On en avait déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces sujets-là, parce que en fait, depuis que l'IA est apparu, on ne parle que de ça, et voilà, quid du métaverse et de tout ce qui s'ensuit avec les gros investissements. On n'en parle plus trop maintenant, donc j'aurais bien voulu qu'on ouvre un dossier là-dessus et qu'on échange. Est-ce que c'est un aveu, on va dire, d'échec? Est-ce que le métaverse est définitivement enterré? Voilà, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Et puis, on s'intéressera aussi à un article de Mediarama, donc c'est un article que j'ai vu passer, qui décrit un phénomène assez intéressant. Apparemment, LinkedIn aujourd'hui qui serait vu comme aussi une source d'information à part entière. Exactement comme, jusqu'à présent, c'était plutôt des Twitter ou ce genre de choses. Et donc, de plus en plus de gens s'informent au travers de LinkedIn. Donc, on en parlera. Et ensuite, tous ces petits onglets, c'est plein de petits partages de bons plans, d'astuces, d'outils à utiliser que je vais vous partager rapidement et qui vous permettra comme ça d'aller tester des outils bien sympathiques. Ce que je te propose, JP, c'est que on commence en douceur avec... enfin, en douceur, je ne sais pas, parce que l'article est assez, je dirais, voilà, c'est assez controversé, en fait, ce qui s'est passé un petit peu chez Google. Et donc, on va commencer avec ce premier article qui va répertorier, donc je vais le lire rapidement, puis on débrief ensemble, si tu le veux bien. Ouais, ça marche. Voilà, donc, premier article du blog du modérateur qui fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé, on va dire, côté Google. Donc ça a lieu à Paris, hein. C'est une conférence qui a eu lieu à Paris, avec pas mal de nouvelles annonces. Donc JP, évidemment, si tu veux réagir, n'hésite pas. Et puis vous aussi dans le chat, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à réagir et on débriefera de ça tous ensemble. Alors, je commence, je reprends un petit peu ma respiration parce que je suis désolé, j'ai couru, j'avais ma souris qui était je sais pas trop où et je suis un peu perdu sans elle. Alors, je commence donc. Google vient de partager ses dernières avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle lors d'une conférence de presse organisée depuis Paris. Cet événement fait suite à la présentation de Bard, son alternative à ChatGPT. Donc, voilà, ça on en avait parlé mercredi, effectivement. Tous ensemble sur cette je dirais cette initiative de Google qui aujourd'hui est un peu pieds et poings liés et obligé finalement de contrer un peu ce qui se passe du côté d'OpenAI et de Microsoft, puisque Microsoft est quand même de la partie, hein, et a pas mal posé d'argent sur la table. Alors, d'abord, avant de parler effectivement de la partie IA, qui a été en fait très très vite esquissée visiblement de ce que j'en ai lu. Voilà, ça, ils en ont parlé mais de façon très très succincte. Ils ont fait beaucoup d'annonces sur d'autres produits Google qui vont être pas mal développés, avec d'abord le multi-search. Donc Google annonce que multi-search est désormais accessible partout dans le monde en version mobile sur les smartphones équipés de Google Lens. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'effectuer des recherches en utilisant à la fois des photos et du texte. Voilà, donc en plus du texte, vous pouvez aujourd'hui faire des recherches sur des photos. Google précise qu'une option de recherche locale dans Multisearch sera ajoutée dans les mois à venir pour la France. Et donc, citation, vous pourrez prendre une photo et préciser entre guillemets à proximité pour trouver ce dont vous avez besoin. Fin de citation. Donc il y a à la fois la fonctionnalité qui va vous permettre de prendre
prendre une photo et d'effectuer une recherche sur cette photo, un peu comme le fait finalement aujourd'hui le moteur de Pinterest, hein, finalement. Vous pouvez compléter en ajoutant du texte. On verra peut-être des exemples un peu plus loin où il y a un exemple, je sais, d'une photo d'une personne qui recherche une robe et qui complète en mettant la couleur en fait qu'elle préférerait à la place de la couleur présente sur la photo. Et puis vous avez une autre feature, donc c'est ce qu'ils expliquent, qui permet de faire une recherche à proximité. Donc voilà, typiquement vous êtes dans la rue, vous prenez en photo, j'en sais rien moi, une boulangerie ou quelque chose comme ça, et vous tapez à proximité pour voir les boulangeries qu'il y a autour de vous. Enfin voilà, ce genre de fonctionnalité. Donc il montre un petit peu cette vidéo d'exemple, donc qui est un tweet de Google. Voilà, où on a, c'est ce que je vous disais au niveau des exemples. On prend une photo d'une robe pour pouvoir aller la rechercher, et puis on peut compléter par exemple en disant finalement je la veux dans une version verte, et boum, voilà, ça prend en compte en fait cette recherche. Donc ils mettent en supplément dans les mois à venir, il sera également possible de faire une recherche par rapport à ce qui s'affiche sur votre écran directement. Donc ça c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant, hein. Ça veut dire qu'à tout moment vous aurez la possibilité, on voit là par exemple un échange une conversation, on va dire, une vidéo qui a été envoyée. Et hop, il y a cette petite pop-in qui apparaît et qui permet de faire une recherche sur écran via Google en fait finalement. Et donc directement, hop, c'est analysé et puis vous avez des résultats. Donc Google comme ça qui développe, on va dire, des produits un peu annexes pour compléter son offre et essayer de contrecarrer un peu tout ce qui se passe. Je lis dans le chat... Olivier, il y a en effet quelques bons liens pro dans LinkedIn, mais dans ce flot de posts auto-promo qui dégouline, c'est quand même dur. T'inquiète pas, on va faire tout un dossier là-dessus dans tous les cas. J'ai prévu effectivement d'en parler de LinkedIn. Google Images faisait déjà ça depuis quelques mois ou même des années. Alors tu sais, c'est possible qu'ils aient recyclé un peu, on va dire, certaines fonctionnalités. Ils l'ont repackagé et puis, et tu vois, ils repostent ça histoire de dire on fait de la nouveauté. Moi, je sais que cette feature, j'en avais entendu parler il y a quelques temps, mais je ne savais pas que c'était pas encore déployé au niveau de la France. Voilà, à voir après si c'est plus ou moins poussé, voilà. Dans tous les cas, maintenant c'est natif et peut-être qu'ils ont revu un peu l'expérience aussi on va dire des applications ou d'Android en fait, et de comment ça fonctionne quoi. Après, ça a l'air d'être un peu plus poussé au niveau des fonctionnalités. Dans le sens où avant, je pense quand il parle de Google Images, c'est tu drops une image sur Google directement et il va te chercher toutes les images correspondantes ou similaires. Et là, ça a l'air de te dire à partir de l'image d'une robe, tu dis quelle variante tu souhaites. D'accord. Ou ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, donc, alors, je pense peu effectivement plus que loin la technologie de reconnaissance d'image en soi est quelque chose qui, j'imagine, n'est pas spécifiquement nouvelle et existe déjà depuis quelques temps, voilà. Mais comme tu le dis, JP, j'ai l'impression que par contre, ils ont beaucoup mieux packagé ça et ils ont fait en sorte que ce soit bien intégré, que l'expérience soit nickel et ils ont rajouté des fonctionnalités supplémentaires pour essayer effectivement d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris. Après... moi, ce que je comprenais pas trop, c'est le côté Google Lens. Quand on dit en fait compatible Google Lens, est-ce que genre c'est des fonctionnalités attenantes au téléphone ou autre? Ça, j'avoue que je suis pas assez calé sur le sujet. Ou si c'est juste une application Google Lens, ça, j'avoue que je connais moins. Je continue rapidement sur les fonctionnalités. Donc, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante. Où en gros il pousserait un petit peu plus sur la partie Google Maps avec une feature qu'ils appellent Live View. Donc cette fonctionnalité utilise l'IA et la réalité augmentée pour vous aider à trouver des lieux en soulevant simplement votre smartphone dans la rue. La fonctionnalité est déjà disponible à Paris, Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo et sera déployée dans les mois à venir à Barcelone, Dublin et Madrid. Donc quand on dit soulever votre téléphone, en fait c'est cette feature là, c'est bien illustré. Hop, vous ouvrez en fait votre Google Maps comme ça et puis vous avez une espèce de fonctionnalité en réalité augmentée qui va analyser un peu tout ce qui se passe autour de vous et pouvoir en fait vous guider au travers de la rue. Voilà, vous avez en fait directement exactement la version de Google Maps mais en version dans la vraie vie quoi. Nico qui précise, je sais pas si je te dis bonjour Nico, si je crois que si, coucou à toi en tout cas. Google Lens c'est une appli et c'est aussi présent par défaut dans le module photo Android. Voilà, il me semblait bien que c'était une appli, mais c'est vrai que de la façon dont il présente dans l'article, j'avais un peu la sensation que ça faisait un peu comme si c'était de ces genres au niveau hardware en fait que tu avais besoin d'un truc en particulier.
Olivier qui met, et dans Google Images, tu peux aussi ajouter un texte en plus de l'image. Ouais. Bah alors peut-être qu'effectivement, tu vois, c'est simplement, ils ont remodelé, on va dire, quelque chose qui était déjà existant et puis l'ont rendu un peu plus facile d'accès, tu vois, au niveau de la façon dont on l'aborde, je pense. Parce que ben voilà, si effectivement tu devais drag sur Google Images machin, là c'est vraiment directement intégré, plus le fait, tu vois, de pouvoir t'es n'importe où dans ton téléphone et tu peux analyser ton écran directement, tu vois, c'est en termes d'UX, c'est quand même autre chose. Je me demande quand certaines fonctionnalités annoncées il y a 3-4 ans arrivent partout et que ça semble et que oula, et pas seulement dans 10 villes du monde, c'est chouette ces innovations pour 10 villes. Ouais, ben ouais, alors ça c'est clair que bon, après, c'est quelque chose, je pense, qui est peut-être aussi un peu indépendant de leur volonté, mais effectivement, les déploiements, je sais pas ce que ça implique, mais enfin, j'imagine que le fait de devoir après comment dire, aller scanner et est-ce que par exemple tu vois il y a de la géolocalisation, est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des voilà techniquement des choses à déployer un peu plus, tu vois, peut-être que ça se fait pas comme ça aussi facilement. Et coucou Sophie qui nous rejoint dans le chat, coucou à toi. J'avance rapidement les amis et je reviens vers vous concernant vos commentaires. Donc une autre fonctionnalité porterait sur Google Traduction, une traduction plus précise. Donc Google Trad n'est pas forcément perçu comme un outil fiable pour traduire des textes, notamment à cause de son manque de précision sur le sens des mots, mais cela va peut-être changer. Google annonce une nouvelle fonctionnalité reposant sur davantage d'IA, d'intelligence artificielle, pour améliorer les performances de l'outil. Donc il y aurait des traductions contextuelles avec des exemples dans la langue cible, donc il y aurait une espèce de notion, en gros vous cherchez un mot et vous allez en fait, en plus de ça, comment dire, vous allez pouvoir avoir la traduction dans un certain contexte, une citation, voilà, quelque chose comme ça pour donner un peu plus de contexte et comprendre, puisque des fois il y a des mots en fonction du contexte qui peuvent être interprétés de différentes façons. Un nouveau design et une meilleure expérience utilisateur pour changer de langue, et puis 33 nouvelles langues disponibles sur l'application de traduction, dont le corse, le basque et le luxembourgeois. Voilà, donc ça va beaucoup plus loin. Donc ça c'est les fonctionnalités qui ont été annoncées en fait pendant je dirais pendant l'événement qui a eu lieu à Paris, mais ils étaient aussi très attendus sur la partie IA, puisque comme on l'a dit, Googleboard, concurrent de ChatGPT, qui débarque et qui, voilà, on a envie d'en savoir un petit peu plus et de tester. Le problème, c'est qu'il y a eu une bourde pendant la démonstration, que je vais rapidement vous énoncer, et puis on débat là-dessus. Donc, ce que dit cet article de Numérama, Google ne gardera pas un très bon souvenir de sa conférence sur l'intelligence artificielle du 8 février 2023, qui apparaît avoir été organisé un peu à la dernière minute pour donner le change à ChatGPT, OpenAI et Microsoft. Non seulement les annonces autour du chatbot de Google ont été brèves et molles, mais en plus elles ont fait plonger le cours de la bourse. La raison, durant la promotion de l'agent conversationnel Made in Google, qui repose sur son modèle de langage lambda, une erreur factuelle a été commise. Donc je ne vais pas lire tout le bloc, mais en gros, il y a une question qui a été posée sur des découvertes permises par James Webb. Et donc, en gros, je vous la fais courte, il s'est planté au niveau de la date. Donc, il a annoncé 2022 alors que c'était en 2004. Et puis, il n'a pas donné la bonne réponse. Je ne sais plus exactement la réponse. C'était... Bard a répondu que le télescope James Webb a été le premier observatoire à prendre des images d'une planète située en dehors du système solaire, sauf que c'est inexact. C'est inexact. Et ils disent que c'est un autre projet qui avait été précurseur là-dessus. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils se sont plantés en pleine démo. Et en plus de ça, ils n'ont pas annoncé grand chose, c'était plutôt mou, la démo s'est vraiment pas très très bien passée. Résultat des courses, ben le voici, une grosse chute de la bourse, ils ont perdu 8%, ce qui représente l'équivalent de 100 milliards environ, 100 milliards de dollars. Donc ça calme vraiment, c'est-à-dire que en moins de 24 heures, en fait, l'action a plongé. Et c'est assez historique. En fait, c'est la première fois qu'on perçoit un peu une espèce d'aveu de faiblesse de la part de Google. Et c'est quelque chose qui est assez, je dirais, assez... on n'en a pas l'habitude, quoi. Voilà. Donc je voulais réagir un petit peu sur ça avec vous, les amis. JP, déjà, peut-être toi, est-ce que tu as une réaction par rapport à tout ça? Est-ce que tu as la sensation, tu vois, ChatGPT, tout ça, j'imagine que tu suis un petit peu cette actu. Est-ce que toi déjà tu as l'impression que peut-être que c'est
l'alternative que beaucoup de gens attendaient, puisqu'aujourd'hui Google était vraiment en situation de monopole total et entier, n'avait pas forcément de gens qui venaient un peu titiller ce monopole. Est-ce que toi tu as la sensation que ça peut être une solution et qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de mal à rattraper le retard qui a été fait par OpenAI, quoi? Ouais, mais je pense que ça a mis un gros coup, ChatGPT là. Ça a vraiment mis la pression sur Google. Parce qu'il y en a beaucoup plus qui, je pense, faudra regarder, mais ils utilisent beaucoup plus ChatGPT pour poser des questions que rechercher sur Google. Ouais. Je pense que. Bon, après, voilà, comme on a dit, les chatbots, il faut faire attention aux réponses. Ouais. Mais voilà, ça, comme sur Internet quand on fait des recherches, mais c'est vrai que ça a vraiment mis la pression à Google. Et en plus, là, ils ont licencié, il y a quelques semaines, là, beaucoup de développeurs et tout, là, de personnes pour investir dans l'IA. Donc, ouais, faut pas qu'ils se ratent, quoi. Et puis on a cette sensation, tu sais, j'ai l'impression que tout est fait un peu à la va-vite, qu'ils n'ont pas forcément vu qu'il y a une espèce de grosse alerte rouge sur eux, puisque, voilà, je le rappelle, encore une fois, même si c'est pas annoncé comme un concurrent direct, c'est pas censé être un moteur de recherche ChatGPT, il faut quand même se rendre compte qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et je sais que JP d'ailleurs, sur l'une des matinales où tu étais venu, on en avait parlé, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui peuvent trouver des réponses, avec toujours cette limite, on est d'accord que les bases de données s'arrêtent en 2021, donc en gros, tout ce qui est recherche après 2021, en général, ça fonctionne pas, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent trouver rapidement et facilement des réponses, surtout qu'il va y avoir de plus en plus d'intégration dans plein d'outils de ChatGPT, ils peuvent trouver des réponses au travers de ça. Ce qui veut dire que si, en gros, tu ne fais pas l'effort d'aller sur Google pour aller faire ta recherche, tu préfères passer par un outil intégré et ChatGPT, ça veut dire moins de trafic pour Google, et donc ça veut dire potentiellement moins de pubs, moins de revenus, et on sait que la régie pub est vraiment une source de revenus principale pour eux, quoi. C'est ça l'idée, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais en plus, ouais, c'est compliqué. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, je pense, mais je pense qu'ils pensaient pas que ChatGPT, mais ça a surpris tout le monde, je pense, que ça soit aussi performant, quoi. Ouais. On savait que l'IA était avancée, qu'il y avait des études, mais que ChatGPT soit aussi performant dans la réponse et tout, ça a vraiment chamboulé, quoi. Ouais, ils ont un peu bien mené leur truc, on va dire, et aujourd'hui, en plus, le fait d'être soutenu par Microsoft financièrement, je pense que ça leur apporte encore plus et de crédibilité et de visibilité après sur l'avenir, quoi. Donc voilà, je regarde un peu vos commentaires, les amis, dans le chat. Qu'est-ce que j'ai vu? Olivier qui met: je suis dans une ville de 30 000 habitants, je n'ai quasi aucune fonctionnalité annoncée. Et oui, alors malheureusement, je pense que c'est quelque chose. Alors je suppose que tu réagis sur toutes les nouveautés, Google Lens, etc. Ça, clairement, c'est des choses qui se déploient visiblement de petit à petit. Après, en soi, voyons le bon côté des choses, tu vois, parce que moi c'est pareil, je suis dans une petite ville de 10 000 habitants à peu près. Et voilà, le bon côté des choses, c'est que quand ça arrive chez nous, c'est fonctionnel, il n'y a pas de bug et tout roule, quoi, tu vois, c'est ce qu'il faut se dire. Je regarde d'autres. Alors, toujours pas de roman flamand et suisse-allemand pour Google Trad, malheureusement. J'espère que ça viendra, mais en tout cas, 30 langues supplémentaires, c'est quand même assez costaud. Vénérable DJ qui dit: salut à tous, l'effet Bonaldi. Olivier qui compare aussi le plantage de Windows 98. Alors ça, malheureusement, moi j'avoue que je ne connaissais pas. Mais effectivement, des plantages en direct comme ça, c'est assez rare. En général, tout ce qui est, que ce soit Google ou Facebook, prépare assez bien leur truc. Et c'est assez étonnant qu'ils aient pas déjà fait le test auparavant pour être sûr que ça fonctionne bien. En tout cas, ça leur a apporté un coup dur. Bob qui met: coup dur pour Google, heureusement. Ils vont pouvoir sécher leurs larmes dans les milliards qu'ils ont déjà. Je sais pas, tu vois, il faut quand même se méfier parce que malgré tout, encore une fois, comme je l'énonce, aujourd'hui ils ont beaucoup d'argent, ils les en ont placé dans tous les sens, etc. Mais si jamais l'argent ne rentre pas, il faut quand même rappeler que le côté régie pub est principalement leur source de revenus. Ça pourrait vraiment les mettre à mal, quoi. Ça pourrait vraiment les mettre à mal. J'ai un ami qui a demandé comment se faisait la reproduction des vaches ovipares. ChatGPT s'est bien planté. Voilà, de toute façon, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est que ChatGPT est basé sur une IA qui progresse au fur et à mesure, donc le côté entraînement est aussi important. Peut-être que dans un premier temps, il y aura plein de choses sur lesquelles ils vont se planter, mais en théorie, ça devait être de mieux en mieux. Et puis, de toute façon, c'est un outil comme un autre qui a aussi ses défauts et qui va probablement être amélioré. Mais dans tous les cas, au niveau de la base technologique, on a quand même la sensation qu'ils ont vraiment de l'avance par rapport à leurs concurrents.
Qu'est-ce que j'ai vu passer ça aussi, c'est bien marrant, dit Bob. Alors je lirai ça juste après. C'est la même chose qu'Olivier. Ouais, ok, c'est la même chose, ok, d'accord. C'était l'ami d'Olivier, hein. Peut-être. Bob et Olivier, ouais, c'est ça, c'est notre nouveau duo. Voilà, donc en gros, bon, il n'y a pas malheureusement beaucoup plus à dire. On en aurait attendu un petit peu plus sur cette démo. On aurait bien voulu. Moi, ce que je trouve de très intéressant, on l'avait soulevé mercredi, c'est le fait qu'effectivement, dans la version de Google, et je pense que c'est ce qui peut-être les sauvera, c'est qu'à partir du moment où ils auront quelque chose qui tiendront la route, là où ils sont bien plus forts, c'est qu'ils sont directement plugués sur du web avec des infos qui sont directement mises à jour. Donc ça, c'est un vrai critère différenciant. À voir si est-ce que OpenAI pourra faire pareil avec ChatGPT. Après, voilà, sur les annonces, on a quand même la sensation, c'est un peu comme Olivier le soulever, hein, sur toutes ces fonctionnalités de Google Lens, etc. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. On a un peu l'impression qu'ils essayent de planquer, enfin je sais pas comment dire ça, mais je dirais de cacher un peu la misère. C'est plutôt ça le terme. Ils essayent diversion. Ouais, voilà, ils essayent un peu de cacher la misère. Ils savaient qu'ils étaient attendus au tournant. Et là, ça fait un flop et ça se traduit directement au niveau de la bourse par une chute vertigineuse. Donc bon, ça reste des chiffres virtuels, hein, mais ça porte un coup dur. Voilà un petit peu pour ce premier article. Olivier, il dit l'oviparité est un truc scientifique connu. Il doit savoir qu'une vache ne pond pas d'œufs. Je pense que tout ce qui est IA et tout, ils n'ont pas la logique humaine qu'on pourrait avoir. En fait, ils analysent juste des données. Ouais. Il n'y a pas forcément de logique. Pour moi, en tout cas. Dans le deep learning, pour l'instant, il n'y a pas vraiment cette logique qui peut se créer entre les mammifères et tout. Nous, c'est instinctif, on comprend ça. Mais pour tout ce qui est IA et tout, c'est pas cette façon. Entre guillemets, ils ne calculent pas comme ça, quoi. Ouais, ils n'ont pas des connexions, ils font pas des liens entre les choses, etc. C'est ce que tu veux dire. Ben ça c'est ce qui distingue de l'IA. Et souvent, tu vois, souvent les gens qui connaissent plus ou moins le sujet, on va dire, voilà, des fois il y en a à qui ça peut faire peur, et ce que je peux comprendre, qui ont l'impression qu'on va être directement remplacé, tout ça. Il y a quand même ce côté analyse et gestion émotionnelle aussi, qui est très propre à l'humain, l'instinct, ce genre de choses qui n'est pas du tout intégré dans aucune IA aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on est très biaisé par ce côté marketing, je pense, et ça peut vite faire peur avec des gros titres de journaux, etc. Mais on est quand même très très loin de Will Smith dans le film, comment ça s'appelle, iRobot, quoi. On est loin de la révolution des robots, quoi, encore, je pense. donc ça le confirme. Sophie qui met avec des événements comme celui-ci du 8 février, cela montre que les grandes entreprises qui paraissent inatteignables peuvent prendre de grands coups. Exactement, et c'est quelque chose d'intéressant, puisque aujourd'hui, donc on parle de GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont vraiment l'espèce de Big Five, on va dire, qui domine complètement le marché technologique. Et ben justement, je trouve effectivement, comme tu le dis Sophie, que d'avoir des espèces d'alternatives comme ça qui vont porter un grand coup, ça peut être une très très bonne chose, parce que ça oblige en fait à se renouveler. Ça évite aussi de devoir forcément passer par leur régie pub et de leur donner de l'argent systématiquement. Et voilà. Après, il faut quand même pondérer un petit peu ça. Derrière, t'as Microsoft, tu vois. Donc, à la fois, c'est quand même toujours un peu cette mafia des gros qui domine, hein. Ça, c'est indéniable. Voilà un petit peu pour ce qu'on avait à dire. On enchaîne rapidement sur un autre article, puisque il y a un autre dossier que je voulais soulever et qui passe un petit peu au travers ces derniers temps. Donc je voulais qu'on en parle un petit peu tous ensemble, les amis. C'est le sujet du métaverse. Le métaverse, le mot magique. En tout cas jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à ce que les intelligences artificielles apparaissent. On se mangeait en veux-tu en voilà des articles sur Meta et sur ses investissements colossaux, et aujourd'hui on n'en entend plus parler parce que complètement cannibalisé par l'actualité intelligence artificielle. Donc je voulais rebondir un petit peu là-dessus avec un article de 01net qui parle de Meta et d'un ancien cadre qui grosso modo décrit un peu ce qui se passe chez l'ami Zuckerberg, et donc au sein du groupe Meta, de la grosse firme américaine. Donc rapidement, ce que dit l'article: Meta n'a pas lésiné sur les dépenses pour mettre
sur pied son métavers, Un ancien cadre de la firme spécialisé dans la réalité virtuelle s'est dit fermement opposé à la manière dont l'entreprise menée par Mark Zuckerberg, plein d'ambition, choisit ses investissements. Donc ce cadre, il s'appelle John Carmack. Je crois qu'on en avait déjà parlé sur une matinale à un moment au moment où il a claqué la porte, on va dire. Donc ancien consultant en charge de la réalité virtuelle chez Meta, a accordé une interview à Dallas Innovate, un média économique texan. L'ingénieur fait référence aux investissements colossaux de Meta dans le métavers pour se positionner sur le marché de la réalité virtuelle. Le groupe californien a en effet dépensé plus de 20 milliards en 2 ans. Plus de 20 milliards, c'est inouï, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des états qui doivent être sur ce genre d'échelle. Grâce à ce budget faramineux, Meta a mis au point Horizon World, un monde virtuel largement boudé par les internautes, et une gamme de casques VR, pour VR c'est Virtual Reality, qui s'appelle les Quest. Malheureusement, ces investissements n'ont pas encore permis d'augmenter les bénéfices de la société. Le grand public ne s'intéresse pas encore au métavers et une foule d'études le démontrent. Dans l'entretien, John Carmack ne précise pas quelles sont les dépenses dans lesquelles il est profondément en désaccord, donc en gros il ne rentre pas vraiment dans les détails. Notez que l'ingénieur est bien placé pour évaluer la pertinence des investissements de Meta puisque c'est un véritable précurseur de la VR et il est connu pour avoir participé à la conception des casques de réalité virtuelle de Meta. Pendant des années, il était au cœur de la stratégie de l'entreprise concernant le métavers, en partie grâce à son travail chez Oculus. Donc, autre paragraphe, notez que la folie dépensière de Meta a fini par prendre fin. Rattrapé par la crise économique, le titan de la Silicon Valley a été contraint de réduire les coûts. Pour y parvenir, Meta a licencié 13% de ses effectifs et annulé une poignée de projets jugés trop coûteux. C'est le cas des premières lunettes de réalité augmentée de la marque. La première version trop ruineuse pour les finances du groupe a été avortée, mais une seconde itération plus grand public reste dans les cartons avec une sortie courante 2024. Donc le sujet et la question est de dire, et alors là JP, j'attends de toi une très grosse expertise puisque je sais pas si t'es expert de la VR, mais est-ce que aujourd'hui on a la sensation avec tout ça, la fin des investissements, des grosses coupures et peu de sorties en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui sort est pas du tout à la hauteur des attentes. Ça a été vraiment survendu. Faut quand même rappeler, pour recontextualiser, que le groupe Meta, à la base, s'appelait Facebook et a renommé son groupe en Meta pour vraiment marquer un coup fort, faire un gros coup marketing et vraiment se positionner en tant que leader et référent sur la partie métaverse. Ok, donc métaverse, je pense que tout le monde est à peu près à l'aise. C'est une espèce de réalité alternative, ok, qui serait vraiment très très poussée, c'est-à-dire qu'on aurait une économie potentielle, on pourrait travailler dans le métavers, vendre, acheter, etc. Vraiment, ce serait une réalité parallèle. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les budgets sont coupés, on a l'impression qu'on n'entend plus du tout parler de ça, au profit de l'IA, mais voilà, on n'entend plus parler. Est-ce que selon toi, JP, c'est un aveu d'échec pur et simple? Est-ce que aujourd'hui le métavers c'est dans le passé ou est-ce que encore on peut y croire? Je pense que pour l'instant c'est dans le passé, peut-être que ça ressortira, hein. Il y a des choses qu'il faut, et on appelle ça le time to market, je pense. Peut-être que c'était pas le bon moment. Mais après, ça a bien marché au début, hein. C'est juste que peut-être, je sais pas, hein, peut-être je dirais aussi avec la crise du Covid et tout, ça a permis de remettre tout le monde sur terre, entre guillemets, et d'être moins dans le virtuel. Je sais qu'un peu avant, avec des jeux vidéo et tout, c'était quelque chose qui était très tendance, tu vois. Est-ce que... Et donc peut-être c'est le fait que de la vie qui feront que voilà, les gens ils veulent moins se projeter dans le virtuel, tu vois. Ouais. Et est-ce que selon toi, comme tu dis, le time to market, est-ce que c'est arrivé trop tôt? Est-ce qu'aujourd'hui c'est peut-être aussi une limitation technologique, puisque finalement on a quand même... Enfin, moi en tout cas, j'ai pas testé à titre perso vraiment le métavers de Meta, mais j'ai testé quand même quelques casques de réalité virtuelle. C'est vrai que c'est très divertissant, mais ça reste à aujourd'hui de l'ordre du jeu vidéo. Il y a beaucoup de contraintes. Les deux plus grosses que je vois aujourd'hui, la première c'est que déjà en termes de casque, tu vois, quand tu mets ce truc sur la tête, c'est très compliqué de l'oublier, ça porte un certain poids, et donc c'est très compliqué en fait d'arriver à faire fi de ça et de se dire je suis plus du tout, j'ai plus la sensation d'avoir un casque sur les yeux. La
La seconde limite, qui n'est pas des moindres et qui aujourd'hui fait que le métavers est très très loin, c'est que on a des soucis de déplacement. J'avais fait une interview notamment de Sin, qui est une personne qui est présente aussi de temps en temps sur Déclic et qui fait partie de la de ma commu Anto par le web, et qui me disait que très clairement le problème d'aujourd'hui, parce qu'il s'intéresse vraiment à ce sujet-là, c'est que tu ne peux pas, ils n'arrivent pas techniquement en fait à te faire déplacer virtuellement dans un monde, donc à faire des déplacements sans te déplacer physiquement. Parce que si jamais tu désynchronises, en fait, si jamais on te met un casque et que tu te déplaces dans un monde virtuel sans que ton corps ne se déplace, ton cerveau il capte pas bien et du coup ça te donne envie de vomir, ça te donne le mal des transports. Et ça, tu vois, typiquement c'est un truc qui n'arrive pas aujourd'hui à résoudre. Il y a bien les exemples des tapis qui vont dans toutes les directions, mais clairement ça c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place. Donc à aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a ces limitations technologiques et on a beau dépenser beaucoup d'argent, peut-être qu'il faut du temps et qu'ils se sont avancés un petit peu trop, je pense. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça aussi, tu vois, pour relancer Facebook qui était un peu en berne avec beaucoup de concurrence et refaire parler d'eux, tu vois? Ça peut être ça aussi. Voilà, moi ce qui m'interroge, c'est de se dire, où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'au demain ils peuvent très bien dire on stoppe tous ces investissements et on arrête le métavers? Parce que ça reprend beaucoup de pognon quand même, hein. Ouais, bah après, c'est toujours ça. Il faut réussir. Des fois, on fait un investissement et on a du mal à quitter cet investissement. On a envie d'avoir retour sur investissement, tu vois. Des fois, il faut réussir à lâcher prise, quoi, à quitter avant de perdre plus. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Peut-être ils ont mal calculé. Après, c'est compliqué, hein, le marché évolue vite et des fois, quand tu fais ton analyse du marché, tu te dis ça va marcher à tous les coups. C'est la tendance. Et des fois, tu sais pas ce qui se passe et tu peux pas prévoir l'avenir, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, Olivier qui nous met le métavers, c'était bien un départ de la hype. On va être dans un creux, mais ça va remonter dans des usages bien particuliers. À l'époque du confinement, ça pouvait avoir un sens, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, je sais pas, c'était peut-être pas encore assez développé. Je me souviens même plus si à l'époque du confinement, on parlait déjà du métavers ou pas. Probablement. Il faut savoir quand même que le métavers, c'est quelque chose de très très vieux, sachez-le. C'est quelque chose qui date des années, si on en croit un petit peu, si on se fie à la littérature, ça remonte dans les années 90, je crois, quelque chose comme ça. Avec notamment, il y a un livre qui s'appelle Snow Crash, notamment, le samouraï virtuel. Il y en avait aussi quelques références dans le Neuromancien. Enfin, il y a plein de livres en fait qui abordent la question du métavers de façon plus ou moins indirecte. Et c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait récent, mais qui a été remis au goût du jour, quoi. La question, Olivier dit la question, le métavers répond à quelle question? Voilà, est-ce qu'effectivement il y a un usage derrière tout ça? C'est vraiment ce qu'on se pose aujourd'hui. Bob qui met, pour moi le métavers est arrivé peut-être 1 à 2 générations trop tôt. Il n'y a pas encore d'intérêt réel à utiliser le métavers. Voilà, c'est un point de vue, je pense, qui est tout à fait défendable. Et Olivier qui met, je crois que la seule simulation qui fonctionne bien sont les simulateurs de cabines de pilotage d'avion et de pilotage de train pour les pros. Et alors ça, tu vois, typiquement Olivier, c'est un exemple de chose qui contre un peu ce problème de déplacement, puisque effectivement, quand tu es dans le cadre d'un simulateur de vol, tu es assis et tu te déplaces comme dans un véhicule, donc tu n'as pas cette problématique en fait de déplacement. Le confinement a été le départ de nouveaux projets métavers. J'ai testé Work Adventure qui a été créé à cause d'un besoin de l'entreprise. D'accord, ok. Donc qui, j'imagine, est quelque chose, un genre de métavers dédié à l'entreprise ou je sais pas trop. Dans ce type d'initiative, je sais qu'il y avait Carrefour qui avait tenté un truc. Il me semble que c'était Carrefour. Ça avait été un flop monumental où en gros ils disaient ça y est, on fait nos premiers recrutements dans le métavers, mais c'était ni plus ni moins qu'une espèce de jeu vidéo avec de mauvais graphismes malheureusement et juste t'avais ta cam sur un personnage, quoi. Je crois que il me semble que c'était Carrefour, à reconfirmer, mais c'était une grande firme comme ça. Et Bob qui met par contre le déplacement dans le métavers sans se déplacer IRL, ça arrive petit à petit, je pense. Merci beaucoup Cave Fury qui nous rejoint, bienvenue à toi. Ça arrive petit à petit, je pense. Par exemple, il y a une streameuse qui s'amuse à se lancer des défis sur Elden Ring. Et le dernier en date a été de finir le jeu sans manette avec uniquement son cerveau pour faire toutes les actions de son personnage. Alors il faut bien distinguer quelque chose quand même, Bob, qui est très très important, c'est que quand on parle de métavers,
parce que ça a été un buzzword, le terme métavers est bien plus vaste que juste un jeu vidéo virtuel, d'accord ? Il y a une notion qui est importante, il y a une dimension sociale qui est importante, il faut vraiment que ce soit massivement multijoueur. Il y a une notion d'économie potentielle avec ta propre monnaie, avec la possibilité d'aller travailler, de vendre, etc. Et, j'ai fait une interview là-dessus, j'en parle à chaque fois, je ne vais pas faire référence maintenant, hein, mais tout ça pour te dire que dans l'interview, la personne avec qui je parle liste le nombre de critères théoriques pour qu'un métavers soit vraiment complet et entier et validé. Et c'est beaucoup plus poussé que ce dont on a l'habitude ce dont on parlait jusqu'à présent. Nico qui met, j'avoue que tout ce qui est métavers, je comprends vraiment pas la hype. On n'a aucune preuve de quelque chose qui a fonctionné sur le long terme. Voilà. Bon, écoutez, je pense que de toute façon, les avis sont assez convergents. Moi, la question que je voulais soulever, c'était plus, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, ça va définitivement se cracher, ils vont stopper complètement, et le web va rester le web, et il n'y aura plus cette notion-là ou pas. Est-ce que JP va devenir un développeur métavers, ou est-ce qu'il va pouvoir continuer à développer un Astro voilà, c'est vous voyez, c'est toute la question, quoi. C'est toute la question. Ok, écoutez, si pas plus à dire, je sais pas, JP, si tu avais d'autres réactions par rapport à ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il faudra voir, je pense, pour l'instant, la hype qui l'IA. Ouais. Après, ils vont réduire les dépenses, mais de toute façon, il y a des nouveaux projets, ils essayent de pas faire fuiter, tu vois, comme ChatGPT. Ouais. Je pense qu'ils réfléchissent ils vont y aller à tâtons, en amont. Hein. Clairement. Ok, allez, on enchaîne du coup sur un autre article, autre dossier, un article de Mediarama qui du coup parle de LinkedIn, et là je sais qu'il y a potentiellement des utilisateurs, utilisatrices de LinkedIn dans le chat. LinkedIn muscle son jeu, c'est un peu le titre de cet article de Mediarama. Donc très rapidement, alors c'est très embêtant parce qu'en fait j'ai mes notes qui ont disparu, c'est pas grave, on va lire ça quand même rapidement, je vais essayer de focus sur les bons paragraphes. Alors, après le passage à vide de Twitter ces derniers mois, beaucoup d'alternatives ont été mises en lumière, Mastodon, Post, etc. Il y en a pourtant une à côté de laquelle on passe trop souvent à côté, c'est LinkedIn. Malgré les publications de gourous influenceurs sur ton convenu et une tendance à l'autocongratulation permanente, la plateforme sort son épingle du jeu jusqu'à se positionner comme plateforme d'information crédible par rapport le rapport Reuters de janvier 2023. Placer d'ailleurs le réseau social professionnel en tête des alternatives à Twitter. Donc on a effectivement un petit graphique qui montre bien que par rapport à ce sondage, c'est l'alternative numéro 1 choisie et sollicitée. Une montée en puissance depuis 2003. En 2017, LinkedIn revendiquait 450 millions d'inscrits pour 25% d'utilisateurs actifs mensuels. Donc ils appellent ça les MAU, les utilisateurs actifs mensuels. Donc on distingue bien ceux qui sont inscrits de ceux qui vraiment sont actifs, c'est important. LinkedIn joue désormais des coudes avec Pinterest, donc ils disent aujourd'hui ils affichent 900 millions de membres, dont 50% en MAU. Donc 50% d'utilisateurs actifs parmi ces 900 millions de membres. LinkedIn joue désormais des coudes avec Pinterest qui a 445 millions et Twitter à 486 millions. Alors comment est-ce qu'on explique ça ? Comment est-ce qu'on explique en fait un tel engouement et que ça fonctionne, etc. Peu de pseudonymat sur LinkedIn, et c'est tant mieux. Comme l'objectif initial de LinkedIn est la recherche d'emploi, pas de pseudo, contrairement à Twitter ou à Instagram où on peut se cacher derrière, on n'est pas obligé de dire sa véritable identité. Et cela a beaucoup d'effets positifs, un ton mesuré et peu de toxicité, même s'il y en a toujours, des relations qualifiées, des outils de recherche et de filtres précis, des informations souvent plus sourcées, plus sûres, moins de fake, car celui qui ment ou qui trompe met en jeu sa crédibilité. La quête de personal branding et de différenciation favorise les contenus sérieux, même si certains dénoncent une dérive émotionnelle et une frontière de plus en plus floue entre le contenu personnel et le contenu professionnel. Ok. Et du coup, ce paragraphe qui
annonce clairement que LinkedIn deviendrait un média à part entière. En dehors de la recherche d'emploi, LinkedIn se positionne désormais comme un média, une plateforme d'information de qualité, de niche, et cette stratégie est à l'œuvre depuis un an. Ils ont embauché des éditeurs au sein de LinkedIn, valorisation des meilleures contributions labellisées Top Voices. Donc en fait, il y a une espèce de classement et de mise en avant des gens, on va dire, qui créent du contenu de qualité. Une portée plus grande de l'algorithme selon la pertinence du post, donc c'est directement intégré dans les algos. Et puis des fonctionnalités de curation et de création de contenu comme le mode créateur ou les newsletters LinkedIn récemment optimisés. Voilà, LinkedIn est devenu un outil de sourcing et de diffusion efficace. Je ne peux que vous inviter à vous y intéresser, ça c'est ce qui est dit dans l'article. Qu'est-ce qu'on en pense les amis? Qu'est-ce que tu en penses JP? Est-ce que toi déjà tu utilises LinkedIn de façon purement recherche d'emploi, etc. Ou est-ce que toi aussi tu vas chercher de l'actu au travers de cet outil? Je cherche pas d'emploi pour l'instant. D'accord. Mais... je pense que tes employeurs qui sont pas très loin sont ravis de le savoir. Ouais, tu me poses la question, je te réponds. Non, t'as compris. Je veux dire, est-ce que toi, de façon globale, tu en as eu une utilité plus sur ce côté, je dirais, CV et recherche d'emploi aujourd'hui ou avant, peu importe, ou dans le futur, ou est-ce que tu vois ça aussi comme un outil de recherche d'actu? Je n'utilise pas trop LinkedIn. Après, là en ce moment, là, ces derniers temps, j'essaie de regarder parce qu'il y a pas mal de contenu. Ça devient vraiment, c'est vrai, comme un peu Twitter. T'as vraiment des gens qui publient, qui créent des contenus avec des newsletters. Ouais. Donc c'est plutôt bien parce que en plus, c'est pas limité en nombre de caractères. Du coup, c'est des fois plus simple à lire que les threads de Twitter. Ouais. Mais après, j'ai pas une utilisation poussée de LinkedIn. Okay. Après, pour tout ce qui est recherche d'emploi et tout, souvent, dans le domaine du web, c'est plutôt les entreprises qui viennent te chercher. Après, plus les emplois, je pense, c'est plus Welcome to the Jungle que les gens utilisent que LinkedIn. Okay. LinkedIn, c'est beaucoup de SN, je trouve. Ok. Qui viennent te chercher. Ok. Je vois rapidement quelques réactions dans le chat. Olivier qui dit: j'ai lu un article qui dénonçait les posts perso. En gros, LinkedIn devient Facebook, genre ma recette de cuisine, je pense, du jour. Il y a une évolution. De toute façon, je pense que ce côté... la chose qui est déjà présente depuis pas mal de temps, en tout cas sur LinkedIn, c'est ce côté, je dirais... très positif de la chose, c'est-à-dire qu'ils sont on a toujours en fait une personne qui va énoncer quelque chose et excusez-moi, il faut que je tousse. Il y en a toujours ce côté en fait d'une personne qui va annoncer une très bonne nouvelle et dire il s'est passé ça, et puis d'autres personnes qui vont réagir. Un côté un peu fake, je dirais, un peu surfait, qui est de plus en plus présent. Après voilà, moi je trouve ça intéressant de se dire qu'aujourd'hui c'est une vraie source d'information. Il y a de plus en plus, j'ai l'impression, de profils de gens qui font soit de la curation de contenu. Moi je suis des personnes par exemple typiquement sur des sujets web créatifs ou ce genre de choses qui postent régulièrement des choses par ce biais là, qui vont aller chercher en fait des gens là où ils sont, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout adeptes de réseaux sociaux, de Twitter, de ce genre de choses. Donc en gros on s'adapte. C'est un peu l'idée. C'est je vais créer du contenu, mais je vais essayer de le balancer sur d'autres plateformes et aller adapter mon contenu à tel ou tel endroit et tel ou tel code, je dirais, la façon dont on traite l'information. L'un des meilleurs exemples, par exemple, actuellement, au-delà de Déclic, un média fabuleux qui va certainement exploser dans les prochains jours, voire mois, abonnez-vous. Il y a Hugo Décrypte. Hugo Décrypte en est un très très bon exemple. C'est-à-dire qu'il a une source d'infos, il va aller faire de la curation d'infos, mais tu vois, après, il va traiter ça de façon à ce que ce soit adapté à plein de plateformes. Il va faire des carousels, par exemple, sur Instagram, sur LinkedIn. Il va faire des modes short, on va dire, des vidéos très courtes pour résumer de l'actu, etc., etc. Donc, LinkedIn ne fait pas défaut, finalement, à ce genre de choses. C'est un réseau, on l'a vu dans les chiffres, qui aujourd'hui explose. Il y a beaucoup de gens qui vont
à la base pour de la recherche d'emploi, mais aujourd'hui, tous les créateurs de contenu se positionnent aussi là-dessus, et il y a des gros influenceurs slash, je dirais, comment on pourrait dire, des ténors de leur milieu, qui vont pouvoir, en fait, au travers de LinkedIn, diffuser également de l'information, et ça, je trouve ça très très intéressant. Si jamais, effectivement, ça continue à pousser dans ce sens-là, ça peut être le type d'alternative qui peut faire mal à Twitter, tu vois. C'est un peu ce que je vois, moi. Ouais, non, LinkedIn, je pense que ça devient intéressant. Après, ça dépend aussi du domaine. Dans le développement, c'est un peu plus compliqué de trouver enfin, en tout cas pour moi, de trouver des infos pertinentes. Moi, je cherche c'est plutôt sur Twitter. Mais après, tout ce qui est entrepreneuriat et tout, il y a vraiment des posts intéressants. Enfin, les créateurs de contenu sur l'entrepreneuriat, ils sont plutôt bons sur LinkedIn, je trouve. Après, ça peut évoluer, ça, tu vois, parce que par exemple, Twitch étant à la base d'une plateforme purement gaming, et tu vois aujourd'hui que ça évolue. Regarde, aujourd'hui, nous, par exemple, on parle pas de gaming, quoi. Enfin, on est vraiment une émission dédiée web. Donc, je me dis, peut-être que demain, ça sera pas que l'ADN entrepreneur qui sera sur LinkedIn, tu vois. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Mais après, il y a un peu de toi aussi sur LinkedIn, comme Olivier le dit là. Il y a aussi des posts perso et des auto-congratulations. Si tu veux regarder sur les commentaires. Mais non, c'est quand même intéressant l'évolution de LinkedIn. C'est vrai que je pense qu'ils ont pris une bonne... leur stratégie est payante. Ouais, ok. Et puis j'ai l'impression aussi qu'ils ont un modèle économique, enfin on n'en parle jamais, mais visiblement, voilà, il y a des abonnements payants, il y a du premium, c'est déjà bien intégré. Donc je pense qu'en termes de stabilité économique, peut-être aussi, tu vois, c'est peut-être plus intéressant. LinkedIn, ils ont aussi une régie pub, ils ont du LinkedIn Ads, ils ont ce genre de choses. C'est un réseau social qui s'est beaucoup développé, quoi, vraiment. Et aujourd'hui, moi, je suis hyper étonné des stats qui sont sortis sur cet article de Mediarama, mais voilà, jouer des coudes avec du Pinterest et du Twitter, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà, c'est un peu... ça m'a interpellé, quoi, vraiment. Je lis rapidement vos commentaires. Je vois que ça échange un peu entre Olivier et Nicolas. Nico qui met, je dis pas Olivier, mais LinkedIn est un réseau professionnel par essence, c'est son objectif. Ce n'est pas le cas de Twitter, c'est un réseau social dédié au monde professionnel. Ok. Margot dit, c'est comme tous les réseaux, il faut s'abonner aux bons créateurs de contenu pour avoir beaucoup d'infos et faire sa veille. Alors là, je valide à 100%. J'ai pas d'effet sonore, mais si j'avais des effets sonores, je mettrais le clap. Voilà, beaucoup de gens qui applaudissent en fond. Parce que véritablement, je trouve effectivement que il y a une notion d'outil et il y a une notion de ce que tu en fais. Voilà. Ça, c'est comme le web, c'est comme tout. Si jamais tu t'abonnes au mauvais compte, moi par exemple Twitter, je sais que beaucoup de gens décrient Twitter et disent c'est un ramassis de conneries. Personnellement, je suis très strict sur les comptes que je follow et l'algo me pousse de l'info qui est assez intéressante. Je fais ma curation entre autres par LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait une réaction d'Olivier aussi qui disait que c'était à quel endroit il me semble que tu disais à un moment donné que tu n'en avais pas la nécessité parce que en gros tu l'avais de par ailleurs en fait, que tu avais d'autres façons de te sourcer. Moi personnellement, ma veille je la fais au travers de plein d'outils. Donc il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a Feedly, il y a enfin voilà les flux RSS, il y a vraiment plein de choses et je trouve ça bien parce que l'info n'est pas traitée pareil, mais par contre elle est recoupée. Il y a des gens qui créent sur une plateforme et par une autre, donc tu peux comparer les avis et les croiser et je trouve ça beaucoup plus sain d'essayer de croiser un petit peu tout ça pour se faire un vrai avis. En revanche, voilà, je suis très très favorable à ce que dit Margot, c'est-à-dire si jamais vous définissez, je dirais, une espèce d'hygiène sur les gens que vous suivez. C'est sûr que si vous allez vous abonner à des grands comptes un peu trop dans la généralité, qui un jour parlent de téléphone et le lendemain de faire à repasser, bon, j'ai rien contre ça, mais clairement, vous allez pourrir un peu votre feed. Par contre, si jamais vous allez sur des domaines bien spécialisés, que vous faites des listes même sur Twitter ou ce genre de choses, ça peut être très très intéressant et tout à fait pertinent. Voilà. C'était à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais pas si tu avais d'autres réactions, JP, par rapport à ça. Non. Il y a quelqu'un qui posait la question. Ouais. Do you speak English? You speak English? No. No, I have a very bad accent, and I know that some viewer will clip this because I have a very bad accent. But I don't care. Alors. Olivier qui met, je suis d'accord, il faut recouper les infos. J'ai plusieurs sources aussi. LinkedIn aujourd'hui ne m'apporte pas grand chose de plus, sinon des commentaires
plus critiques et négatives. Ok, bah écoute, de toute façon, voilà, ça c'est, je pense que c'est propre à chacun. Bah, c'est très très cool en tout cas que tu aies plein de sources d'infos comme nous et que tu essaies de recouper un peu et retrancher les avis. Hello Damarwen qui nous rejoint, coucou à toi, très content de t'accueillir ce matin. Voilà, alors rapidement les amis, je voulais après passer après avoir lu un petit peu ces articles là, je voulais vous présenter quelques outils très rapides, voilà, pour que vous pourrez tester, qui peut-être vous plaira. Avec un premier outil, on va commencer donc avec un premier outil qui je pense va plaire notamment à Margot, puisqu'il s'agit d'un navigateur alternatif. Donc j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, qui serait un espèce de croisement entre Notion et un navigateur traditionnel. Alors pourquoi on va regarder ça très rapidement, on va vite fait comprendre un peu les features. Donc ça s'appelle SigmaOS, ok. Ça s'appelle SigmaOS, hop, voilà, c'est ici le site. Voici un peu l'interface, comment ça se présente. Et la petite, je dirais, la petite chose nouvelle et un peu différente et différenciante, c'est que c'est organisé en fait il parle de workspace, c'est-à-dire qu'en gros tous vos onglets, plutôt que d'être présentés classiquement les uns à côté des autres, peuvent être rangés par catégorie et ils appellent ça des workspaces. Donc en gros on va dire que c'est des groupes, finalement des groupes d'onglets, et les onglets après peuvent être comme ça placés de façon incrémentale. Donc en gros vous avez votre gros espace, par exemple l'espace travail, à l'intérieur vous avez des dossiers, des sous-dossiers, etc. Et vous pouvez tout classer comme ça de façon très très organisée et très rangée. Et en termes d'interface, c'est très très proche de ce que fait, j'ai l'impression, Notion. Margot qui met, tu aimes me faire plaisir, je vais commencer à croire que tu fais le faillot. Absolument pas, mais je t'avoue que quand j'ai vu, alors en réalité je sais plus comment je suis tombé sur ce truc, je crois que c'était sur Twitter ou un truc comme ça, et en fait quand j'ai vu qu'il l'annonçait comme étant un croisement entre un navigateur classique et du Notion, j'ai trouvé ça très rigolo. Et évidemment quand on parle Notion, je ne peux que penser à Margot, voilà. Donc au niveau des fonctionnalités, il y a quand même quelques petites features supplémentaires aussi très intéressantes. Donc d'abord, ce qui nous saute aux yeux, c'est effectivement ces workspaces. Voilà, la façon d'organiser, de ranger, etc., etc. Et ensuite, il y a d'autres fonctionnalités intéressantes que j'ai surlignées, mais je crois que mon surligneur... Ah si, c'est bon, c'est ça. Donc, l'une des choses qui est intéressante, c'est qu'on a cette notion aussi, très propre à Notion, de templating. Donc, vous pouvez par exemple démarrer avec des espèces de templates en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire par exemple si vous êtes créateur, par exemple, voilà, vous aimez bien utiliser des outils comme Figma, comme Canva, etc., etc. Vous avez des templates de base en fait pour pouvoir organiser un peu votre espace de travail. Voilà, des templates dédiés de développeurs avec GitHub, machin, etc. Vous êtes étudiant. Voilà, vraiment, vous avez la possibilité de partir de quelque chose de préexistant ou construire vous-même votre propre interface, on va dire. Ça, c'est une fonction plutôt intéressante. Ensuite, vous avez une espèce de moteur de recherche interne, un peu comme Spotlight sur Mac. C'est-à-dire, si je fais commande d'espace sur Mac, je peux aller faire des recherches directement en tapant. Et bien, vous avez exactement le même procédé. Ensuite, vous avez du split screen, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser deux fenêtres côte à côte. Bon, ça, à la limite, rien de trop nouveau. Et après, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu quelque chose d'intéressant, c'est ça. C'est une fonctionnalité de separate cookies, c'est-à-dire que vous pouvez en fait, donc pour les gens qui ne seraient pas techniques, j'explique très rapidement. Quand vous vous connectez sur un site internet par exemple et que vous vous identifiez, je sais pas moi, de même vous allez sur Instagram, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe pour éviter qu'à chaque rechargement de page, vous ayez à vous re-identifier et redonner votre mot de passe. Vous allez avoir sur votre navigateur ce qu'on appelle un cookie, qui est un petit fichier qui va stocker en fait un caractère qui va bien prouver que vous êtes identifié. Et donc, une fonctionnalité intéressante sur cet OS, enfin sur cette, pardon, pas cet OS, sur ce navigateur, c'est que vous pouvez utiliser des cookies séparés. C'est-à-dire que typiquement, si vous êtes community manager ou ce genre de choses, vous pouvez avoir plusieurs comptes à gérer et vous n'avez pas envie à chaque fois de vous déconnecter puis vous reconnecter, etc., etc. Donc, il y a une fonctionnalité de cookies séparés, c'est-à-dire que vous pouvez dire, je m'authentifie sur mon compte perso, mon compte pro, le compte de mon client, etc. Et à chaque fois, ça va être stocké dans des cookies différents et comme ça, naviguer d'une
d'une session à l'autre. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien fichu. Après, il y a des notions aussi de partage qui sont plutôt intéressantes. Je crois que c'était un peu plus loin, je sais plus où je l'avais vu, mais vous pouvez envoyer une page directement à vos collègues, une fonction de sharing, de partage qui est plutôt bien fichue. Et j'avais vu une autre fonction, je crois que vous pouvez carrément naviguer ensemble, vous pouvez avoir une page un peu à la Figma, c'est ça, c'était cette feature, co-navigation. Vous pouvez partager un espace de travail avec vos coéquipiers et amis pour naviguer ensemble sur le web. Ça, je trouve ça super bien fichu. De la synchronisation aussi, vous pouvez passer évidemment je dirais d'un téléphone à un ordi et synchroniser tout ça. Donc voilà, un outil très prometteur, vraiment. Sigma OS, j'ai trouvé ça vraiment cool. À tester, je sais pas derrière ce que... J'imagine que c'est un Chromium, hein, je suppose, ça doit être la base Chrome. Oui, ben voilà, il y a des extensions Chrome, donc ça doit être probablement un Chromium. Et voilà, donc un outil plutôt intéressant que je voulais vous partager ce matin. JP, toi, t'aurais une utilisation sur ce genre de truc, tu penses? Ou tu utilises quoi? C'est Brave, non, il me semble? Ouais, j'utilise Brave, mais j'utilise aussi Firefox et Chrome. Ok. Coucou Schwips qui nous rejoint. Ça ressemble à Arc tout de même. Alors ça, Arc, je me le suis noté dans ma to-do list parce que je l'ai vu passer de partout. Ce navigateur Arc, il y a beaucoup de gens qui l'ont testé. Et effectivement, je me suis noté d'aller voir ça. Je l'ai pas, malheureusement, je peux pas en parler parce que je n'ai pas testé à titre personnel. Mais voilà. Voilà, Alexis qui nous dit, je sais pas si vous avez vu Arc, ouais, tout le monde m'en parle de ce truc, vraiment, dans mes recherches, je l'ai énormément vu passer, mais je n'ai jamais... Ah pardon, j'ai pas partagé mon écran, autant pour moi, c'était comme ça, voilà. Je ne l'ai pas testé. La com est très propre en tout cas, je tenais à le soutenir, mais à le souligner. Mais effectivement, je crois que c'est Shubham qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, Shubham Sharma sur YouTube, j'en ai vu plein, j'ai vu Développeur Libre aussi qui en a parlé, enfin plein de gens que je suis un peu sur les réseaux qui en ont parlé et qui apparemment est une belle alternative à ce qu'on connaît jusqu'alors. Pas encore dispo sur Windows, ah d'accord, uniquement sur Mac, ok. Bah écoutez, on pourra peut-être le tester à l'occasion, hein, Arc. Ça me fait penser d'ailleurs que j'aurai quelques annonces à vous faire juste après, je vous en parlerai. Mais voilà, aujourd'hui on parle de Sigma OS. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire très rapidement, les amis, avant de clôturer un peu sur cette matinale, je voulais vous parler aussi voilà, de tweets que j'ai vu passer. Encore une fois, ça va être quelque chose qui va plaire à Margot, puisqu'il s'agit d'un site qui répertorie en fait beaucoup d'outils de productivité. Donc ça s'appelle Toolfinder, c'est bien fichu, hein, toolfinder.xyz. Et donc à l'intérieur, vous avez plein de choses liées à la productivité. Je pense que Benoît aussi, qui est dans le chat, adorera ça. Vous avez donc une liste, on va dire, d'outils de productivité. Hein, ça, à la limite, c'est un petit peu classique. Mais vous avez aussi pas mal comment dirais-je, de templates Notion qui sont aussi présents. J'ai vu ça où attendez que je cherche. J'avais vu ça un petit peu plus loin. Enfin bref. Ça y est, c'est sûr, parce que je l'ai vu. Et donc voilà, tout ce qui tourne autour de la productivité. Il y a des plugins Obsidian. Donc Obsidian, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une alternative aussi à Notion. Oui, c'est celui-là. Voilà, les templates Notion, c'est ici. Donc vraiment une source très conséquente, on va dire, qui a été partagée par ce compte, Guillaume RYGN, qui est un compte que j'aime beaucoup parce qu'il partage beaucoup de petits tips. Donc n'hésitez pas à aller tester ça. Je vous mets ça du coup dans le chat si vous voulez aller voir un peu tout ce qui se fait. Ensuite, autre chose que je voulais vous partager, un fichier, alors là on part plus sur le design, un fichier qui a été partagé par Sony sur Twitter. Donc Sony qui a partagé une espèce comment dire, c'est un fichier un peu communautaire qui est très intéressant. Ça s'appelle Micro Interaction et en fait ça va vous permettre au niveau de Figma de tester en fait un certain nombre de prototypages, puisque dans Figma, qui est donc un outil de design, vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez aussi faire tout un tas d'animations. Et donc pour celles et ceux qui voudraient débuter un peu sur la partie prototypage Figma, franchement je vous recommande d'aller voir ce fichier, c'est plutôt bien fichu. Et donc vous avez comme ça des composants où vous pouvez tester en fait les animations. Alors attendez, on va essayer de faire un test live. Je sais pas si je peux le faire dès ici. Ah, je suis en view only, mince. Je suis bête ou quoi? Attendez. Ça c'est le composant. J'ai fait le test hier, je sais pas pourquoi là je le vois pas. Ah mince, je vais pas pouvoir.
Ah, il faudrait que je l'ouvre sur mon... Bon, ça va être compliqué. En tout cas, je vous partage le fichier, allez tester ça. Vous passez en mode prototypage et vous verrez qu'en fait, il vous montre toutes les étapes. Donc, par exemple, si on prend ce cœur-ci, au rollover ou au clic, il y a le changement d'état. En fait, ça passe de l'un à l'autre. Et du coup, on voit un prototype complet, en fait. Donc, voilà, si jamais vous voulez vous entraîner sur toute cette partie animation, n'hésitez pas à aller tester ce fichier qui est vraiment très, très cool. Je vous partage ça dans le chat. Hop. Voilà. Voilà un petit peu pour les ressources que je voulais vous partager, les amis.